Et nous sommes maintenant en ligne avec Millet. Bonjour Millet, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous? Alors 46 ans, Et vous nous appelez d'où, Millet? de Lyon. De Lyon. Alors Millet, votre mémoire vous a fait défaut pendant 32 ans, autant de temps où vous avez oublié les agressions sexuelles et viols dont vous avez été victime lorsque vous aviez 5 ans. Comment tous ces souvenirs vous sont-ils revenus? Alors totalement brutalement, Oui. ça a commencé d'abord par un choc émotionnel, Mhm. une rencontre dans un cadre professionnel lambda, qui a provoqué des espèces de remontées de souvenirs hyper précis de ma petite enfance, mais des souvenirs un peu anodins, dans la cour d'école, voilà, à la cantine. Et à la suite de ça, je comprenais pas pourquoi tout ça remontait comme des vieux jouets d'un grenier qui sortaient d'un coup. Et voilà, j'avais besoin d'avoir des réponses. Et en fait, j'ai été voir un hypnothérapeute. Oui. Alors voilà, je connaissais rien à ces questions, mais je comprenais pas pourquoi d'un coup tous ces souvenirs revenaient avec en plus une précision incroyable, comme si j'avais une caméra à la main avec les sensations. Voilà. Et dans les 2 minutes où cette hypnothérapeute m'a mis en état de semi-conscience, a surgi comme une bombe les souvenirs d'un viol que j'ai vécu à 5 ans, Oui. avec la même précision de souvenirs, c'est-à-dire je vois la gourmette de mon agresseur, je vois ses sous-vêtements, je vois la couleur, et je hurle son surnom, en fait. Mmh. Ça Voilà. ça a dû être, un choc, je suppose terrible pour vous. Vous connaissiez à l'époque, le terme d'amnésie, traumatique? C'était quelque chose dont vous aviez connaissance? Alors absolument pas. Alors vraiment, j'étais une bleue totale, en matière de traumatisme, en matière, enfin toutes ces questions-là. Oui. Donc vraiment, moi j'ai pris ça comme, une espèce d'explosion atomique, et je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que quand il y a des souvenirs, qui ressurgissent de 32 ans en arrière et qu'on n'a pas effectivement les clés, par Mmh. rapport à tout ça. Ça doit sembler heu totalement irréel, je ah suppose? totalement. Ouais. Oui, oui, c'est-à-dire, et d'ailleurs c'est vrai parce que mon premier réflexe ça a été de me dire: «Bah, c'est une vieille histoire, c'est hallucinant, j'oublie». Ouais. Et en fait non, parce que je réessaie d'oublier en fait, Mmh. mais quand la boîte de Pandore s'ouvre, avec son cortège, de, ce qu'on appelle le stress post-traumatique, c'est-à-dire les émotions, les angoisses, les cauchemars, les reviviscences, enfin voilà, qu'on revit le viol, même en pleine journée, Ouais. on peut plus, refermer la boîte malheureusement. Mmh. Voilà. Combien de temps, avez-vous mis à réaliser et à accepter ce qui vous était arrivé? C'est une bonne question en fait. Je crois que j'ai mis bien plusieurs mois Ouais. à naviguer entre, «Non mais c'est n'importe quoi», et entre, «Bah si, c'est vrai, ça t'est arrivé». Et j'ai eu tout un processus comme ça jusqu'au moment où j'ai été déposer plainte, et ça a été un processus hyper douloureux parce que je me disais: «Tu t'apprêtes à porter des accusations graves contre quelqu'un», et j'ai beaucoup, 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 observé ce qui se passait, mis en cohérence mes souvenirs. J'ai été voir la psychologue du commissariat, j'avais des éléments concrets, j'avais des éléments précis sur où ça s'était passé, et cetera. Mais il y a toujours, et dans les cas d'amnésie traumatique, et c'est hyper pénible parce que dans notre association, on voit ça aussi, un sentiment où on se croit pas, on se croit fou ou folle, Bien sûr. il Mmh. y a un sentiment de déréalisation totale, quoi, en fait. Ça doit être, un sentiment terrible d'ailleurs à porter parce que, je suppose qu'il est sans doute il existe dans le regard des autres lorsque vous racontez votre histoire. Je suppose que, il se trouve là aussi, dans ceux qui vous écoutent et qui vous regardent. Est-ce que ça pèse aussi beaucoup? Alors c'est énorme, ça pèse beaucoup. Moi j'ai eu la chance que, 99 de ma famille m'a crue. Oui. Heu, c'est fou parce qu'après on refait le puzzle bout à bout, il y a plein de symptômes dans l'adolescence qui vont pas, il y a plein, enfin toute le fil classique des personnes qui ont été violées dans leur enfance. Donc mais je sais qu'il y a énormément de victimes, qui, se prennent du déni, qui se disent, enfin qui se prennent des phrases du style: «Mais oublie, Oui, 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 bien sûr. tu sûr que c'est arrivé, t'as pas de Mmh. preuves», et Mmh. cetera, et cetera. Voilà, moi j'ai eu, bon, on m'a dit que, les preuves étaient fragiles, mais ça je m'y attendais. Bon, c'est toujours dur à entendre, mais j'ai eu la chance de pas trop vivre, cette situation qui effectivement est très classique parce qu'en fait les gens ils comprennent pas.
Mhm. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. Et c'est pour ça que merci de consacrer cette émission parce que c'est hyper important qu'on dise que ça existe et que c'est très fréquent. Mhm. Parce que Cela quand... existe, cela est très fréquent. Et les nombreuses victimes d'abus sexuels qui rencontrent de nombreux problèmes justement à se faire entendre. Revenons sur votre agresseur. Au moment où vous portez plainte, Millet, il est encore vivant, cet agresseur? Il est encore dans votre entourage? Alors, dans mon entourage proche, non, mais oui, il est encore vivant, il est auditionné Oui. et par rapport à ce que je vous racontais, il reconnaît tous les détails de mes souvenirs. C'est-à-dire, il reconnaît que oui, il était avec moi cet été-là, que oui, il m'a appris à faire du vélo, oui, il portait bien une gourmette, oui, il avait la barbe en collier, mais évidemment, il reconnaît pas les faits. Mhm. Il menace de déposer plainte, ce qu'il a jamais fait. Et après, il est auditionné une deuxième fois parce que je voulais une confrontation. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un cauchemar de 32 ans en arrière. Et donc, je voulais absolument être confrontée à lui. Mais comme lui, il était auditionné en tant que témoin, il a refusé la confrontation. Et l'enquête a été classée sans suite du fait de la prescription, parce que Mhm. les faits étaient prescrits. Mhm. Voilà. Alors on va continuer à en parler dans la suite de cette émission, puisque aujourd'hui vous avez fait de votre vécu un véritable combat et vous militez dans une association et nous allons pouvoir évoquer tout cela avec le professeur Francis Eustache. Et nous sommes toujours en ligne avec le professeur Francis Eustache, directeur d'une unité de recherche à l'INSERM à Caen, spécialisée dans les maladies de la mémoire. Et Millet, qui nous racontait son histoire il y a encore quelques instants. Millet, avant que nous échangions avec le professeur Francis Eustache, j'aimerais que nous parlions vous savez, votre combat, celui de faire reconnaître ce viol, et puis la prescription, parce que c'est un de vos combats essentiels. Oui, tout à fait, parce que en fait, être violé enfant ou adolescent, ça laisse des traces. Et nous, en fait, on a créé une association qui s'appelle Moi aussi Amnésie. On veut que l'impact psychotraumatique de ces viols soit reconnu dans la loi. Et on veut que l'amnésie traumatique soit reconnue dans la loi, de telle sorte à ce que quand les victimes retrouvent leurs souvenirs, si elles le souhaitent, elles puissent déposer plainte. Mhm. Donc que la prescription, justement, soit suspendue. Et Oui. évidemment, on milite aussi pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs parce qu'on trouve que c'est un signe qui serait très important de dire aux pédocriminels que l'impunité, comme aujourd'hui, n'est pas garantie. Et pour N'existe nous, plus en tout cas. ben Ouais. voilà, et Mhm. pour nous, en fait, la prescription, c'est vraiment le pilier de l'impunité de la Mhm. pédocriminalité qui est dramatique en France. Mhm. Professeur Francis Eustache, nous venons d'entendre le témoignage de Millet, victime donc d'une amnésie traumatique. C'est un sujet très délicat. Comment notre cerveau peut-il se remémorer des faits des années plus tard, et comment savoir si ces souvenirs sont vrais, s'ils ne sont pas altérés? Alors, il faut reprendre les choses à la source en fait. Il faut bien comprendre que lors d'un traumatisme, qu'il soit unique ou que ce soit un traumatisme répété, dans tous les cas, il y a une atteinte de la mémoire. Mhm. Il y a une distorsion de la mémoire et qui peut prendre des formes extrêmement variées. Alors, dans le cas de Millet, que je viens d'entendre comme vous, c'est une amnésie traumatique. C'est-à-dire, c'est une amnésie qui va durer des années, qui va durer même des décennies, si j'ai bien compris. Et puis, à un moment donné, parce qu'il y a un déclic, parce qu'il y a la rencontre avec un événement déclenchant, quelque chose en quelque sorte qui rappelle l'événement traumatique, eh bien là à nouveau, il y a le souvenir qui va ce souvenir traumatique qui va se dérouler à la conscience de la personne. C'est pas toujours le cas. À un moment donné, Millet a parlé de syndrome de stress post-traumatique. Dans le syndrome de stress post-traumatique, il n'y a pas une amnésie complète, puisque la personne va oublier, dans certains cas, le contexte de ce qui s'est passé, Oui. mais au contraire, il y a en fait plus des phénomènes d'hypermnésie, Mhm. c'est-à-dire que ce sont des éléments qui composent la scène traumatique, qui vont s'imposer à la personne de façon extrêmement régulière, de façon même récurrente, ce qu'on appelle les intrusions traumatiques. Et là, ce sont des images qui vont s'imposer à la conscience de la personne, et la personne a l'impression de les revivre au présent, ce qui va être terrible. Et la personne va essayer de se protéger contre l'irruption de ces éléments traumatiques. Donc là aussi, comme on l'a vu avec Jacques-Michel Huret dans la première partie de l'émission, il ne faut pas considérer que
dans une situation traumatique, on a toujours le même scénario. C'est pas du tout le cas. Donc, dans le cas de Millet que l'on vient d'entendre tout de suite, c'est une véritable amnésie traumatique qui dure des années, qui dure des décennies. Puis, il y a un moment, il y a une résurgence du souvenir ou d'une partie du souvenir. Donc ça, c'est un cas de figure qui est malheureusement assez fréquent. Et puis dans d'autres cas, qui sont aussi extrêmement fréquents, c'est ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique ou le trouble de stress post-traumatique. Alors dans ce cas-là, la personne se souvient qu'il y a eu un événement traumatique, par exemple un attentat. Nous suivons ici des personnes qui ont été victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et dans la proche banlieue. Les personnes se souviennent de ce qui s'est passé, mais c'est un souvenir qui est relativement peu précis. Les éléments contextuels de ce qui s'est passé réellement sont peu précis. Par contre, ce qui est très très précis et voire trop précis, ce sont des éléments très singuliers, par exemple des coups de feu, une odeur, et ces éléments-là vont revenir à la conscience de la personne de façon irrépressible. Donc on voit bien, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'un événement traumatique, ça entraîne une distorsion de la mémoire. Une distorsion qui peut aller, dans certains cas, jusqu'à l'amnésie totale, et dans d'autres cas, au contraire, vers des éléments d'hypermnésie. Alors, mais une hypermnésie qui va envahir la conscience de la personne, qui va tellement l'envahir que la personne a l'impression de revivre à nouveau l'événement traumatique. Alors justement, je me tourne vers vous, Millet, quand vous entendez le professeur Stache parler de ces images qui reviennent et puis de ce réflexe de se protéger de ces images. Est-ce que vous avez vous-même douté de votre propre histoire? Comment ne pas se sentir trahi par son propre corps et se sentir en pleine possession de ses moyens? Oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Il faut l'hypermnésie dont parlait le professeur Eustache, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'impression de revivre totalement, mais presque réellement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le sentiment de honte, de terreur totale, de sidération totale, on les revit au moment où les souvenirs ressurgissent. Et en fait, quoi qu'on fasse par rapport à votre question pour intellectualiser ou rationaliser en se disant non, mais ça va pas, c'est tellement fort cette hypermnésie quand l'amnésie traumatique est libérée, qu'en fait, je veux dire, on est complètement... Enfin, moi, j'étais dans le corps d'une petite fille de 5 ans. Et c'est vrai qu'il y a tout un combat, parce qu'on se dit, effectivement, on croit qu'on est fou, on croit que ça va pas, on croit qu'on débloque. Et non, en fait, on est juste en train de revivre ce que Muriel Salmona décrit bien comme la mémoire traumatique. Et c'est juste ça, en fait. C'est qu'on est à nouveau dans le corps d'une petite fille de 5 ans et on a à nouveau en face de soi un agresseur de 40 ans. Professeur Eustache, dans le cadre de l'amnésie traumatique, peut-on vraiment parler d'amnésie, d'oubli, ou est-ce plutôt une sorte de déni inconscient, un voile mis sur des événements terribles que le cerveau ne pourra intégrer que plus tard? C'est une question difficile, parce que je pense qu'on peut parler d'amnésie traumatique. C'est le point de départ, c'est une amnésie traumatique. Et puis à un moment donné, peut-être qu'il y a les deux aspects qui se confondent. Vous voyez, il y a pas l'aspect conscient d'une part, l'aspect inconscient de l'autre. Je pense qu'à un moment donné, il y a cette période d'ailleurs que Millet vient de décrire, où à un moment donné, elle se demande si c'est vrai, s'il faut lutter contre, etc. On voit qu'il y a une période un petit peu d'entre-deux. Donc je pense qu'au départ, il y a un mécanisme, comme on l'a vu chez Jacques-Michel Huret, qui est un mécanisme physiologique. Même si on est en présence d'une amnésie traumatique psychogène, il y a une réaction du cerveau qui fait que l'événement est occulté, il est mis comme effacé. En fait, il est pas oublié de façon définitive, mais il est occulté, il est mis au deuxième plan de la conscience. Et puis à un moment donné, pour des raisons qui peuvent être extrêmement diverses, il y a le temps qui passe, le temps a bien sûr son rôle, mais il y a aussi des éléments nouveaux qui vont survenir dans la vie de la personne,
des indices qui vont s'imposer à elle et qui vont faire en sorte que ce passé progressivement va ressurgir, ou tout du moins une partie de ce passé va ressurgir. Comme chez Millet. Merci à vous, professeur Francis Eustache. Merci également à vous, Millet, pour votre appel et votre témoignage. Je rappelle, professeur, que vous êtes directeur d'une unité de recherche à l'INSERM à Caen, spécialisée dans les maladies de la mémoire.